Donc voilà, donc je suis psychosomatothérapeute, alors ça, un nom à rallonge évidemment, et j'utilise donc le travail somatothérapeutique. Alors, je suis là ce soir donc pour vous présenter ça. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont une idée de ce que c'est la somatothérapie? Un peu, pas du tout? Non? Ok. Alors, soma, c'est le corps. Donc, somato, on y adjoint thérapie, et ça fait somatothérapie. C'est-à-dire que c'est une thérapie qui va utiliser le corps, contrairement à d'autres thérapies qui n'utilisent que la parole. Et celle-ci utilise essentiellement le travail du corps, même si nous avons en général 3 parties pour travailler avec les patients, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Une partie verbale, une partie avec le corps, et une partie avec le retour des sensations et des impressions sur le corps. Je vous ai du coup mis une petite diapositive que j'aime bien parce que, en fait, ma pratique de somatothérapeute, j'ai été formée par l'Institut Camilli, par Claude Camilli, avec cette pratique qui utilise comme seul outil corporel le massage sensitif, que je vous présenterai demain pour ceux qui sont intéressés. Et donc Claude Camilli disait « Le toucher est un sens qui oblige à s'engager personnellement ». Forcément, hein, quand on touche quelqu'un, il faut bien y aller. Car nul ne peut toucher sans être lui-même touché par ce qu'il touche. Donc vous voyez bien l'histoire de la réciprocité qui, dans la pratique de somatothérapie, est toujours utilisée. C'est-à-dire que je vais toucher dans un circuit qu'on appelle lemniscaté, c'est-à-dire que c'est un travail en commun entre le patient et moi, ou entre le patient et le thérapeute en règle générale. Et nous allons faire corps, comme on le dit, ensemble. Et puis, cet auteur merveilleux, Paul Valéry, qui disait « Ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau ». Alors évidemment, nous touchons la peau, soit directement, soit indirectement. C'est-à-dire que souvent, les patients en séance sont habillés. Donc on va toucher la peau, mais au travers du vêtement finalement. Donc nous traversons les couches successives et on voit bien que quand vous touchez quelqu'un, un ami, vous faites des hugs, vous touchez en fait. Mais qu'est-ce que vous touchez? Qu'est-ce que c'est le toucher? Qu'est-ce qui se passe quand on touche quelqu'un ou quand on est touché par quelqu'un? Qui fait le premier pas? Parce qu'il s'agit bien d'un pas vers quelque chose. Et dans cette pratique-là, évidemment, on va toucher la personne qui va recevoir quelque chose. Et c'est là où, dans le titre, il y avait ce que les émotions font dans le corps. Eh bien, forcément, il y a de l'émotion quand on touche quelqu'un. Sauf quand c'est de la violence, mais c'est une émotion très particulière qui est utilisée quand il y a des violences physiques. Et ici, on essaie de ne pas être dans la violence du toucher, on essaie d'être en empathie, voire davantage, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle ce trajet lemniscaté qui va du patient au thérapeute et du thérapeute au patient. Et ce qui est intéressant et qu'il faut qu'on sache quand même, bien sûr, moi, j'ai une technique particulière qui s'appelle le massage sensitif, issue de la formation dans laquelle je me suis installée et qui est la méthode Camilli. D'autres thérapeutes n'utilisent pas ce toucher-là. Mais il faut savoir que les différentes pratiques, finalement, viennent toutes dire combien la technique fait à peu près 20% du travail. Alors, il y a quand même 40% du travail qui est fait par qui? Par le patient. Et puis le reste, c'est ce qu'on appelle la question transférentielle, c'est-à-dire comment
la personne vient faire confiance à son thérapeute pour pouvoir y déposer tout ce qu'il habite, et ensuite que ce qu'il a déposé, il puisse le regarder. Donc on a une espèce de travail en miroir, si vous voulez. Donc le thérapeute, il faut qu'il soit bien calé, et ça c'est vrai dans toutes les thérapies, où le patient, s'il a confiance, va pouvoir venir entrer dans le thérapeute pour qu'il puisse prendre du recul pour voir ce qu'il vient de dire. C'est le fait de pouvoir le verbaliser, de pouvoir le dire et s'entendre le dire, ou le vivre dans le corps et sentir ce qui vient de se passer, qui est parfois tout à fait saisissant dans le corps. Je vous donnerai une petite vignette clinique si nous avons le temps, si nous ne dépassons pas trop le temps de cette conférence. Je ne suis pas très armée dans les histoires de minutes et d'heures. Et donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit effectivement non pas de guérir le patient. Dans toutes les thérapies, il s'agit de redonner le plus d'autonomie possible à la personne. Donc on utilise ce qu'on appelle la maïeutique de Socrate, qui a donné ce nom-là il y a bien longtemps. Mais ici, la maïeutique, c'était ces philosophes qui arrivaient à orienter la parole de l'autre en lui posant des questions, ce qu'on dit fermées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 000 réponses possibles, on axe le travail, et puis le patient va vous dire, la personne va vous dire ce qui était contenu dans la question. Ici, on ne fait pas de maïeutique, on fait du maïeutage. En quoi cela consiste-t-il ? C'est de pouvoir faire en sorte que la personne vienne se rendre compte de ce qui se passe pour elle, comme on dit accoucher de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Il est sûr, comme image, si ça vous parle, que les accoucheurs des bébés, c'est pas eux qui mettent le bébé au monde, c'est bien, sauf quand on a une césarienne, mais c'est bien la parturiente qui va faire le boulot et mettre ce bébé au monde. Bon, aujourd'hui, on a les photos des bébés, on sait si c'est un garçon ou si c'est une fille, bref. Mais si on peut imaginer, c'est que ce bébé-là, en fait, le praticien, il ne sait pas si la dame va accoucher d'un garçon ou d'une fille. Hein. Et elle non plus. Aujourd'hui, c'est plus vrai, mais c'est pour vous donner une image. Et du coup, il est bien question de ce maïeutage, c'est-à-dire de pouvoir faire accoucher cette femme de son bébé. Et donc, le thérapeute ici, en somatothérapie, c'est pas de guérir et de se prononcer pour la personne, mais bel et bien de faire en sorte que la personne puisse accoucher d'elle-même. D'où le terme de maïeutage. Ça va ? Vous me suivez ? Voilà. Donc, je vous ai mis d'où je suis formée, non pas pour faire de la publicité, quoique, mais pour que vous sachiez que, en fait, en somatothérapie, nous ne sommes pas tous formés exactement de la même manière, et qu'il y a donc autant de praticiens que de somatothérapie, et autant de méthodes somatothérapeutiques qui vont convenir ou pas aux personnes. Moi, il se trouve que ce dont je vais vous parler ce soir, de façon plus ciblée, c'est de cette somatothérapie qui utilise un toucher très particulier qui s'appelle le massage sensitif. C'est notre seul outil corporel qui va permettre aux personnes de venir se visiter, se sentir. Donc soma, je vous ai déjà dit, hein, le soma c'est le corps. Et puis thérapie, c'est
le travail qui vient mettre du conscient. Et comment on fait ça? Et pourquoi le corps a toute cette importance dans ce travail-là? C'est que, vous voyez bien, quand vous allez vous faire masser, ça fait du bien quand même en général. Hein. Donc les tensions tombent, voilà. On est mieux. Oh, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait relâcher mes muscles. Et je me suis même endormie. Sauf qu'en somatothérapie, on fait tout pour que la personne ne s'endorme pas. Parce que sinon, elle est plus consciente de ce qu'elle a à voir. Et donc, dans cette histoire-là, je vais effectivement, par le travail de ce massage qui est plus un toucher thérapeutique, permettre à la personne de venir à la rencontre de ce qu'elle est, prenez l'exemple d'une bobine, par exemple. Vous voyez, les bobines, comme ça, elles sont évasées en haut, évasées en bas. Et quand, en fait, on va entrer dans un état, ce qu'on appelle sophronique. C'est-à-dire, on va faire descendre le seuil. Mais on va aller jusqu'à un état où on reste dans une semi-conscience, mais qui permet d'être dans un autre état. Eh bien, la bobine, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Elle s'ouvre. Et quand elle s'ouvre, ça permet à tout ce qui était bloqué, qu'on appelle l'inconscient, les rejetons, de remonter et de venir toucher cette conscience, en fait. De sentir, de comprendre, d'élaborer, on dit. Donc le travail que moi je fais, et qui se fait aussi en psychosomatothérapie, on l'appelle une psychanalyse corporelle. Donc la somatothérapie va, en fonction des thérapeutes et en fonction des formations, aller plus ou moins loin dans le travail. Ça va, je ne vous ai pas encore perdu. Et je vous ai mis cette photo-là pour que vous sentiez bien dans ce toucher-là, en fait. C'est pas un massage vraiment, puisque on va solliciter la personne pour entrer dans le mouvement. Et cette histoire du mouvement est si importante qu'on le voit bien chez soi. Quand on reste sur son canapé à regarder la télé, à rien faire, c'est pas comme ça qu'on va le mieux possible. On est d'accord avec ça, hein? Et par contre, s'il fait beau, tiens, je vais profiter du soleil et je vais aller voir ce qui se passe dehors. Alors moi j'appelle ça, et j'aime beaucoup ça, j'appelle ça faire un pas. C'est un proverbe chinois, je crois. Faire un pas, puis un autre. Et c'est ça qui va mener à quelque chose de différent, c'est faire un pas. Si on reste scotché à ne pas bouger, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Et on voit bien les gens qui viennent en thérapie, c'est pas... c'est qu'ils ont envie de faire un pas, que ça suffit. Et ils sont passés par plusieurs registres, et ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Alors, ils refont un pas dans une direction différente, et quand ils viennent en somatothérapie, c'est qu'ils ont eu cette intuition qu'il y avait quelque chose qui cloche là-dedans. Comme dans la chanson, j'y retourne immédiatement. Et c'est ce corps-là qui nous intéresse aussi ce soir. C'est-à-dire qu'en fait, nous considérons notre corps trop souvent comme juste un véhicule qui a intérêt à fonctionner comme on a décidé qu'il devait fonctionner. Sauf que, lui, il fait bien sa sauce. Et les émotions viennent l'impacter et dire ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à faire, comme des alertes, comme des boutons rouges en disant « stop ». Vous voyez bien, quand on passe un examen, on a un petit peu le ventre noué, tout d'un coup on a quelque chose à faire de très précis et de très pressé, et on se met à avoir la tête qui tourne, ou on a des douleurs
Ici, à droite, à gauche, des migraines, on ne sait pas trop. On a eu beau faire des scanners. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne trouve rien. Les médicaments n'y font rien. Alors, on fait quoi? Alors, c'est ça. Nous, en somatothérapie, on s'occupe de ce qui vient se dire au travers du corps, de ce qui a impacté le corps. Et on va jusqu'à ce qu'on appelle les traumas, les syndromes post-traumatiques, évidemment. Vous voyez bien qu'ils viennent changer la vie de la personne. Le corps vient enfermer la personne dans un certain type de vie. Et quand on vient consulter en somatothérapie, on sait bien qu'il s'agit de trouver quelque chose. Donc, c'est parfois long, hein. C'est pas du jour au lendemain. On se construit pas du jour au lendemain. Et on déconstruit pas ce qu'on a construit du jour au lendemain. Parce que, en même temps, ces symptômes, comme on les appelle, sont des protections. Ça vient protéger la personne de souffrir trop. Ça met la psyché un peu plus loin, un peu plus protégée, pour ne pas être débordée par l'angoisse, la peur. Donc, en fait, les traductions de tout ça, les peurs, les angoisses, ce qu'on appelle les névroses en général, puisque les psychoses c'est encore autre chose, viennent dire quelque chose de comment on s'est construit, qu'est-ce qui est arrivé en fait, quelles sont les émotions. Et je vous demande juste de faire un petit bilan pour vous, là, pour que nous soyons connectés à ça. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez bien respirer, là? Respirer un peu plus consciemment, profondément. Je vous invite à ça, de regarder qu'il y a plusieurs temps dans la respiration, qu'il y en a un où on inspire, un autre où on expire. Et voulez-vous bien faire cette inspire plus grande que normalement, que ce que vous avez l'habitude de faire, et cette expire plus grande que ce que vous avez l'habitude de faire. Vous voulez bien essayer? Allez-y. Je dois presque entendre votre souffle dans cette inspire et dans cette expire. Et je vous demande, dans ce moment-là, d'essayer d'entrer à l'intérieur de vous pour savoir que ça va quelque part. Ça va aller dans mes poumons. Et puis de mes poumons, ça va circuler, passer par le cœur, qui va dispatcher par tout le système circulatoire à tous les organes l'oxygène. Et évidemment, l'oxygène va circuler et faire se détendre un certain nombre, alimenter les choses et générer ce qu'on appelle un des facteurs de ce qu'on appelle l'homéostasie du corps, c'est-à-dire l'équilibre. Voilà. Vous y êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi au niveau de vos organes? Et est-ce que vous pouvez aller voir aussi que vous avez un foie là qui vient juste sous vos côtes et que vous avez aussi une vésicule biliaire qui est juste dessous, et puis la rate, l'estomac, l'intestin, le pancréas, les reins, avec une sortie intestinale que vous connaissez bien. Et vous savez bien combien tout ça ici, tout le mou qui vous habite, on ne contrôle pas beaucoup, hein. Le cœur non plus, on ne contrôle pas beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? On sait bien que le sel,
pas terrible, que trop de sucre, c'est pas terrible, mais on le fait quand même parce que j'arrive pas à faire autrement. Qu'est-ce qui désorganise en fait? Alors il y a l'alimentation, il y a effectivement les émotions, il y a aussi le mouvement, pour revenir à mon début. Qu'est-ce que je fais de mon corps? Et quelquefois, je reçois des patients qui sont, on dit, clivés. C'est-à-dire que ils ne sentent pas le corps, ils ne sentent pas. J'ai même eu des patients qui ne sentaient pas l'eau sur le corps. C'est dire la profondeur de certaines pathologies. Et donc, voilà, donc tout ce système-là vient s'interpénétrer et faire en sorte que nous pouvons marcher, manger, courir, aimer, détester, admirer. Vous voyez bien toutes les catégories d'émotions qui peuvent nous traverser, mais qui ne sont pas du tout anodines, puisque c'est elles qui viennent nous travailler, fermer des circuits, en ouvrir d'autres. Et je ne vous parle pas de toute la neurotransmission et de toute la transmission hormonale qui va régler l'organisme. Donc voilà sur quoi on travaille. Et on travaille en fait sur ce qu'on appelle, avec ces anneaux borroméens là, les gens qui viennent en thérapie vont être plus sensibles à une entrée, peut-être au niveau du conscient, de l'inconscient, surtout s'ils apportent des rêves. Dans le décryptage analytique des rêves que je pratique aussi, on va pouvoir décoder un certain nombre de choses. Mais il y en a d'autres, comme je vous le disais, ils sentent bien que c'est le corps qui ne va pas. Et puis d'autres encore, c'est cette vie intérieure où on ne sait pas trop ce qui se passe. En tout cas, on sait que ça fait mal. On sait qu'on n'arrête pas de faire des calculs rénaux. On sait que le cœur va pas très bien, que l'estomac se bloque, qu'on est constipé ou qu'on a des diarrhées pas possibles et ça ne s'arrête pas. Et pourtant, il n'y a pas de polype, il n'y a pas tout ça. Alors qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc on est une véritable industrie là-dedans, on est une véritable fabrique de choses. Et donc le travail du thérapeute, du somatothérapeute, c'est d'aller visiter et il ne sait pas, je ne sais pas, moi, en tant que praticienne, par où ça va rentrer, par où ça va travailler. Et en fait, à partir du moment où et des recherches ont été faites, et je veux dire scientifiquement, avec des essais cliniques, pour dire que quand il y a l'un de ces anneaux qui lâche, les deux autres se trouvent libérés. Et dans le travail là que je fais souvent quand on aborde la question du corps, parce que la question de la tête, on la connaît bien, on l'a tout le temps, on sait cacher les choses. Le corps, il ne sait pas bien faire ça. Les pilotes d'avion, eux, ils savent régler à peu près le battement cardiaque pour contrôler la pression qu'ils reçoivent dans les avions supersoniques. Nous, pour ralentir mon cœur, j'ai quand même un peu de mal. Mais si je m'applique, peut-être que je vais y arriver. Mais enfin, bon, voilà. En tout cas, tout ce qui est là-dedans, je peux dire ce qui est là-dedans, parce que les poumons viennent jusque-là, eh bien... je ne sais pas trop faire. Il se passe des choses, je ne sais pas quoi. Donc on va visiter. Et c'est un endroit qui est parlant, en fait, qui réveille les contractures, les douleurs, et qui, une fois qu'on a compris et ciblé ça, on peut aller plus profondément. J'ai une patiente, je ne m'y attendais pas, elle vient déjà depuis 2 ans. Et tout d'un coup, sur la table,
Elle me dit, en fait, je sens. Ça y est, je sens. Alors je dis, vous sentez quoi? Parce que moi, je ne sais pas. C'est de la tristesse qui m'envahit. Ça date de très longtemps. Et c'est depuis que mon père est mort. Et mon père était un appui. Et en 2 ans de temps, mais jamais elle m'avait parlé de tout ça, quoi. Donc il y a des choses qui se déclenchent à des moments voilà, opportuns, inattendus pour le patient et pour le thérapeute. On ne décide pas que c'est aujourd'hui, c'est quand ça vient. Voilà. Donc ce travail-là, il est intéressant parce qu'il cible beaucoup de choses. Donc dans le psychique, vous avez certainement une idée de ce qui se passe quand même. Vous en avez entendu parler entre le ça, le moi, le surmoi. C'est des termes qu'on utilise pas si couramment, quoique ça m'a fait mal. C'est un terme que vous devez connaître quand même, ça, qui vient imager ce qui se passe en soi. Et puis, donc là, je vous ai mis cette image-là, qui est le travail de mes stagiaires sur les stages que je propose, dans les stages que je propose. Et en fait, on voit bien l'histoire des ombres et des lumières. Le travail que je proposais est un travail jungien de Carl Gustav Jung et qui est très attaché aux ombres et aux lumières. Et comme j'aime bien faire cette comparaison qui peut-être vous sera opportune, comme je fais aussi de la peinture, vous savez que par exemple en aquarelle ou dans les peintures, c'est l'ombre qui va révéler la lumière dans la peinture. Une peinture que l'on fait qui est sans ombre est moins parlante qu'une peinture qui vient s'agrémenter de l'ombre. Et c'est pour ça que dans le Midi, c'est tellement étonnant. La lumière est tellement forte qu'elle redonne des ombres très fortes. Ici, nous avons moins ça. Nous avons moins ces lumières et ces ombres. Donc je vous fais une comparaison, une métaphore entre les ombres que nous avons à l'intérieur de nous, qui sont riches, en fait, dont il ne faut pas avoir peur. C'est celle-là qu'il faut aller voir, avec bienveillance, avec patience, parce que vous vous souvenez de ma bobine, quand c'est fermé, hein, ça ne va pas remonter. Hein. Et donc, ces ombres-là viennent se signaler quand c'est le bon moment. Il y a le végétatif, dont on vient de parler. Vous pouvez avoir une petite idée de la complexité de notre corps. On n'en connaît pas un dixième. Alors on va chez le Toubib pour qu'ils disent ce qui se passe un petit peu. Mais c'est intéressant d'aller voir par soi-même. Et là, il s'agit bien toujours du travail que je propose, d'aller voir par soi-même quand il est temps, quand il y a une question, quand quelque chose s'interroge. C'est quand quelque chose s'interroge que l'on vient chez le praticien. Hein. Quand ça ne s'interroge pas, ça ne s'interroge pas. Et puis voilà, on n'en parle plus. Mais quand ça s'interroge, alors c'est intéressant d'y aller, de regarder, de comprendre, de savoir. Tiens, ça c'est mon foie, quoi. Tiens, mais c'est bien sensible ici. Hein. Donc cette vie intérieure se raconte très très bien. D'ailleurs, vous voyez hein, les émotions, comment votre cœur se met à battre très très fort. Et c'est très archaïque en fait. C'est ce que nous décelons dans les syndromes post-traumatiques, c'est-à-dire comment sommes-nous fabriqués archaïquement comme la gazelle, qui, quand elle est confrontée au lion qui va l'attaquer, elle a une décharge d'adrénaline incroyable. Elle ne le fait pas exprès, hein. C'est là. Hein. Et ça sert à quoi? Ça sert à partir. Hein. C'est très utile pour s'en aller, pour se sauver.
Et le corps permet ça. Donc le corps, il est tout le temps en train de travailler. Merci mon corps. Tout le temps en train de travailler et de dire. Et puis, il y a certaines souris, par exemple, il y a eu des expériences qui ont été faites sur les souris, et qui simulent une mort quand elles sont attaquées par les chats. Parce qu'on sait bien que les chats, ce qui les amuse, c'est quand ça bouge, quand ça fait du bruit. Alors, archaïquement parlant, les souris ne bougent plus et font la morte. Et le chat vient taper dedans, elle ne bouge plus. Donc ça ne devient plus intéressant et elles se sauvent comme ça. Et elles ont, comme les gazelles et comme tous les animaux des grandes prairies africaines, cet instinct, cette chose archaïque qui les fait agir à l'insu de leur plein gré, c'est-à-dire qu'elles vont mettre en fonction un ralentissement respiratoire, un ralentissement cardiaque, comme pour créer une mini-mort. C'est juste fabuleux. Mais il faut savoir que nous sommes faits de ça. Nous avons perdu certains de ces instincts-là. Mais nous sommes faits de ça. Et ce qui est bien en somatothérapie, je ne dis pas qu'on s'arrête de respirer, mais quand même, de prendre conscience que ça existe et que c'est pas du tout anodin ce qui se passe pour nous. C'est toujours bien de voir que nous faisons aussi partie de la nature. Nous ne sommes pas des êtres sublimés allant habiter une autre planète. Hein. Donc nous sommes à l'intérieur de nous, c'est un fonctionnement fabuleux, mais fabuleux. Alors, quelquefois, on est débordé et puis on ne sait pas quoi faire. Hein. Alors, on voit bien et le cholestérol, et le diabète, et que sais-je encore. Je pense qu'ici, tout le monde est concerné par quelque chose. Le corps réagit. Il réagit, il agit, il dit ce qui va, il dit ce qui ne va pas. Il met des alertes, en fait. Hein. Donc, voilà. Toute la partie végétative est juste passionnante pour nous autres, les somatothérapeutes, car le corps a la parole. Et évidemment, le corps, c'est aussi la peau, les muscles, la lymphe, la glie, toutes ces matières interstitielles qui viennent faire en sorte que ça puisse fonctionner et de façon incroyable. Et évidemment, quand je touche, que ce soit par le vêtement ou par la peau, qu'est-ce qui me permet de me tenir tout droit aujourd'hui? Qu'est-ce qui me permet d'avancer? De reculer aussi. Parce que c'est prudent de reculer quelquefois. Hein. Un proverbe chinois, toujours, j'aime bien cela, hein, qui dit le meilleur moyen de défense, c'est la fuite. J'adore ça, moi. Alors, donc voilà. Donc dans tout ce travail que je fais, avec cet outil qui est le massage sensitif, Claude Camilli dit que le massage est comme l'eau de Cologne, si on veut. C'est-à-dire que l'eau de Cologne, c'est pas de l'eau. Et bien, le massage sensitif, c'est pas du massage, en fait. C'est un toucher. Il l'a appelé sensitif, mais ce serait une autre conférence à vous proposer. Alors, évidemment, quand on commence à toucher la personne, eh bien, Freud s'est arrêté d'ailleurs. Il s'est arrêté de toucher parce que ça a déclenché des choses érotisantes, dirons-nous. Et donc, ces patients commençaient à tomber amoureux, donc ça dépassait largement la question du transfert. Hein. Donc il a dit non, je ne fais pas ça. Mais il n'a pas interdit. Il a dit, moi, je ne peux pas le faire. Donc dans toutes ces thérapies corporelles, c'est l'histoire de cette distance que nous avons avec les patients, cette distance psychique, parce que, comme vous l'avez vu dans la première photo, où là, la distance physique est courte, mais plus la distance physique va être courte dans le toucher, et plus la distance psychique doit être totalement
organisé, reconnu, connu. C'est pour ça que les thérapeutes sont eux-mêmes en supervision, c'est pas pour rien, c'est pour justement pouvoir se situer dans la bonne place. Mais cette proximité dans ce trajet dont je vous parlais tout à l'heure, qui est lemniscaté, va permettre cette consolidation du moi. C'est ce quelque chose qui passe de peau à peau et qui va faire que le moi, le contenant en fait, soit marqué, vécu, senti, animé. Et du coup, c'est évidemment, bon, je défends ma chapelle, hein, bien d'autres psychanalystes ou psychiatres touchent pas, hein, font pas ça. Hein. Donc nous intéressons à la demande, aux personnes qui viennent demander à ce que le corps soit mis en jeu. En jeu, J-E-U, et en je, J-E. C'est-à-dire, ils reconnaissent dans le travail du corps quelque chose qui peut être efficient. Donc nous allons écouter ce langage, qu'est-ce qu'il dit ? Et nous allons, par notre proximité, pouvoir renvoyer, parce que nous ne savons pas. Et en plus, on se fait payer pour ça, à ne pas savoir. Eh bien, nous ne savons pas ce que le patient est en train de vivre réellement. Il n'y a que lui qui va pouvoir le dire. Et ça, je vous assure que c'est un sacré métier qui est vraiment intéressant, parce qu'on ne va pas faire d'interprétation sur ce que l'on croit qu'il a vécu, mais sur ce que l'on entend qu'il va dire de ce qu'il a vécu. Ça va, vous me suivez ? Parce qu'il est question ici des mémoires inconscientes du corps. Hein. Donc, je vous ai parlé de cet aspect maternant, mais il y en a d'autres. Il y a, par exemple, il m'est venu pendant la phase du toucher la poupée que j'avais eue quand j'étais petite. D'où ça vient ça ? Je vous jure, d'où ça vient. Voilà. Ben, ça vient parce que l'état sophronique s'installe et permet cette ouverture des réminiscences physiques, psychiques, végétatives. Alors, comment on procède ? Je ne sais pas où on en est. Il va falloir que j'accélère un peu. Comment on procède ? On dit, quand le patient arrive, on dit faire le point. Il va dire là où il en est, et nous pouvons donc entamer la thérapie. Il se peut que dans quelques séances, on refasse le point, parce qu'il n'aura plus à dire la même chose, forcément. Il aura avancé. Il a cru que c'était ça, et puis aujourd'hui, c'est différent. Donc on refait le point souvent. On refait le point corporellement, et on refait le point verbalement. Et ensuite, on va prendre du recul pour lui laisser l'espace. Comment on dit dans le langage courant, tu m'étouffes. De l'air, mais laisse-moi de l'air. Ou tu prends trop de place. Donc prendre du recul, c'est permettre de donner cet espace-là. Et puis, c'est comme en musique, vous savez, il y a des soupirs, il y a des silences, des pauses et des silences. Et comme ils sont riches, ceux-là, pour donner toute sa substance à la note qui va suivre, eh bien, en thérapie, c'est ce que nous faisons. Nous prenons du recul pour laisser de la place et faire du silence pour que ce qui va venir par la suite prenne toute sa place. Vous voyez, on est sur les folles journées, là, vous allez pouvoir expérimenter ça en musique très bientôt, voilà. Et puis, il y a ce décryptage analytique des rêves, qui est une technique très particulière créée par Claude Camilli, qui est décédé l'année dernière,
et qui va permettre d'aller profondément dans ce qui est l'inconscient, en fait, hein, de qu'est-ce que ça veut dire les rêves, voilà, ou les cauchemars, enfin bon, les rêves. Ça, j'en ai déjà parlé, voilà. Voilà. Donc, je voudrais vous laisser le temps pour que vous puissiez poser des questions quand même, si vous en avez. Ce serait bien que je puisse vous y répondre, parce qu'évidemment, je peux être très bavarde, donc je vous donne la parole. Je voudrais savoir qui vient me voir. Qui vient me voir? Vous voulez dire Ce sont les patients qui viennent me voir d'eux-mêmes. Alors, c'est toutes sortes de pathologies. Ceux qui viennent me voir, des traumas du handicap, par exemple. Hein. J'ai un hémiplégique, là, en ce moment, où j'ai une personne qui a perdu l'usage de la parole. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est fait là-dedans? Il y a eu des investigations, mais elle a cette conviction que son corps, qui a été traumatisé parce qu'il y a eu un licenciement assez spectaculaire et violent, elle en a perdu la voix. Donc voilà, j'ai des pathologies qui sont très larges. J'ai des gens qui viennent sur des périodes courtes, et puis d'autres, c'est plus long. C'est carrément plus long. Ça répond à votre question? À peu près, ouais. Et les séances durent combien de temps? C'est 1 heure. Ah, voilà. Une séance dure 1 heure. Et savoir qu'est-ce que vous appelez long ou court comme temps? Non, oui, comme temps de guérison. Des gens qui Alors, voilà, c'est toute la question de la guérison, entre guillemets. Moi, je ne parle pas de guérison, je parle de conscience, en fait. C'est comme Anne Dufourmentel, qui est décédée il y a 2 ans, je crois, qui était une très belle psychiatre et psychanalyste, et qui écrivait qu'on pouvait recoudre la plaie, et que le corps savait faire, et que le corps, une fois qu'il était recousu, il sait faire, il sait se fermer. Je vais garder la cicatrice. Je ne vais pas avoir la peau d'avant. Mais n'empêche que ça me permet de continuer à vivre. C'est plutôt dans cet aspect-là que je travaille. Ce n'est pas une guérison. J'ai des patientes là qui sont phobiques. Et la phobie vient protéger quelque chose, évidemment. Hein. Elle vient dire autre chose. On connaît bien le petit Hans de Freud qui avait peur des animaux et ainsi de suite. Donc, elle vient pour arrêter de souffrir de ça qui l'enferme dans un monde beaucoup trop petit, dans un manteau très serré, très étriqué, qui l'empêche de vivre, de respirer, d'avoir une vie sociale, d'avoir... et les phobies, elle ne peut pas prendre l'avion, évidemment, elle ne peut pas prendre l'ascenseur non plus, et puis elle ne peut pas prendre sa voiture, et puis elle ne peut jamais être seule, et puis pour garder son enfant, il faut toujours qu'elle ait la voisine qui soit là, parce qu'elle ne peut pas être seule dans son immeuble, et ainsi de suite, voilà. Eh bien, elle est en train de s'en sortir. Elle s'en sort. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est pas inscrit du jour au lendemain. Il y a du terrain, comme on dit. Il y a du terrain. Et moi, je travaille sur le terrain, exactement comme du compost, en fait. Hein. C'est de la matière vivante. On travaille avec de la matière vivante, et la matière vivante, elle met du temps pour pousser, et on lui laisse ce temps-là de s'oxygéner, de respirer, de grandir et de porter des fruits. Pour avoir des exemples, ça peut aller Le temps de la thérapie? Je crois que... alors, parce qu'il y a la question transférentielle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la question transférentielle, qui est vraiment... qui fait partie
Là, il n'y en a pas trop qui sont sortis, donc ça veut dire que ma voix, ça va à peu près, même si c'est avec le micro, que ma façon de me déplacer, ça va, ça vous a pas complètement endormi ni cassé les pieds, ce qui n'empêche qu'on peut toujours avoir un jugement, mais c'est pas là. Mais ça veut dire qu'il y a du courant qui passe. Voilà. Donc dans la thérapie, il y a ça en un. C'est la question transférentielle. Ça va ou ça va pas? Non, elle a les cheveux décolorés, elle est habillée n'importe comment, elle parle beaucoup trop fort, elle n'arrête pas. Ou alors elle parle pas du tout, je me sens pas bien du tout. Voilà, question transférentielle. Donc là, les séances, c'est vite vu, c'est une séance et je ne revois plus. Voilà. Par contre, je dis patients, c'est 3 ans, 4 ans. Ils ont besoin aussi. Alors, je viens représenter cette mère suffisamment bonne dont parlait Winnicott. Et ils ont besoin de ce soutien-là, qu'ils n'ont probablement pas vécu dans l'enfance, parce que la mère était dépressive ou ils ont un vécu de manque. Et du coup, ils viennent, bien sûr, pour avancer dans leur problématique, mais aussi pour venir se relever dans cette mère suffisamment bonne qui a tant manqué. Et on ne peut même pas imaginer, et quand je dis la mère suffisamment bonne, c'est cette mère large qui est le père, la mère, la famille, l'environnement, hein, mais bon, la mère suffisamment bonne, c'est-à-dire la mère qui ne vient pas se servir de l'enfant. Et c'est ce que je représente. En thérapie, on dit laissez donc vos patients se servir de vous comme d'un Kleenex. Ok. Comment vous amenez l'état sophonique? Est-ce que c'est par la parole? Est-ce que c'est Non. par le mouvement? Est-ce que c'est par le... C'est par le toucher. Par le toucher. Voilà. Avec ce massage sensitif, on arrive, et vous le verrez peut-être demain en atelier si vous venez demain, on fait entrer les gens en état sophronique. En touchant des points. Non, en touchant tout le corps. En fait, c'est ça la question du lâcher. Alors, j'aime pas beaucoup l'histoire du lâcher prise, parce que la prise est toujours là pour une bonne raison. C'est une raison qui est protectrice. C'est une raison qui vient contenir. Donc, mais lâche. Mais non, si c'est là, c'est parce qu'il faut comprendre pourquoi c'est là. Voilà. Donc, dans le massage, il y a des gens qui peuvent pas lâcher et qui vont avoir les yeux grands ouverts et qui vont pas en lâcher une miette, quoi. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure des séances, tout d'un coup, la confiance s'installe, que le toucher devienne quelque chose qui vient plus profondément, pas seulement sur la peau, pas seulement juste derrière la peau, mais à l'intérieur d'eux, dans leur inconscient. Voilà. Et ça les pénètre entièrement, de la tête aux pieds. Donc j'ai pas des points déclencheurs comme sur une machine à laver. Ça c'est lavage, ça c'est pré-lavage, ça c'est le rinçage. Non, j'ai pas ça moi. Ou comme des points de shiatsu par exemple. Nous on travaille sur tout le corps. Et il y a des endroits qui vont répondre plus ou moins bien. Donc à moi de les sentir. Alors ici, c'est assez proche. D'ailleurs, c'est aussi assez proche de l'ostéopathie. Sauf qu'il y a un travail psychanalytique dessous. On ne perd pas de vue que le travail que nous faisons, c'est une psychanalyse corporelle. Et donc, de quoi parle-t-on? Du corps. De l'autonomie que peut avoir la personne grâce à son corps, grâce à un corps réhabité. Et c'est sous forme de massage? C'est un toucher, ouais. On l'appelle massage sensitif, qui est un toucher, en fait, alors qui ressemble, quand on le voit, ça ressemble à du massage. Hein. Sauf que on passe. Et on fait ces silences, mais on ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'une fois que le mouvement est commencé sur le patient, on ne s'arrête plus. On est comme de la vie qui avance. On ne va plus s'arrêter sur le travail. Et en fait, c'est l'histoire du mouvement que je vous disais au début de la conférence, c'est pouvoir mettre
toujours ça en mouvement, comme le cœur qui continue à battre. Donc mes mains qui vont passer vont pouvoir faire des silences qui pourraient paraître des arrêts, qui ne le sont pas, grâce au déplacement de ma respiration et de la sienne. Autrement dit, ici il y a de l'immobilité, mais je viens correspondre à sa respiration, ce qui fait que ça ne s'arrête pas. Et ce mouvement-là, qui respecte entièrement la personne, vient apaiser, encourager à faire quelque chose, souvent à respirer un peu plus profondément. Donc, on n'est pas loin de la sophro. En fait, Caicedo et Camélie se connaissaient, hein, parce que si je vous racontais l'histoire de l'arrivée de la méthode Camélie et l'histoire de Caicedo et l'histoire des cuirasses, hein, de Reich, voilà, tout ce monde-là, dans les années 1960, là, ça passe. Hein. Voilà, donc, après, comme je vous disais, l'histoire de la technique, c'est le patient qui va la choisir. S'il a la connaissance, donc bravo à vous d'être là pour avoir un peu plus de connaissances. Et la somatothérapie n'est pas si connue parce qu'elle n'a pas le label de hypnose, sophrologie, je ne sais pas quoi, mais encore psychiatre, psychanalyse, voilà. La différence avec La kinésiologie. Oui, la kinésiologie. Alors, je ne vais pas pouvoir vous en parler bien fort. Elle a d'autres objectifs, la kinésiologie. Voilà. Alors, là, je vous invite à venir à nos réunions de thérapeutes si vous voulez rencontrer toutes les thérapies différentes pour mieux connaître les différentes pratiques. Parce que si moi, je ne peux pas vous en parler, vous pouvez aller à la rencontre de la kinésiologie. Oui. Voilà. Je commence à rentrer dans la vieillesse, tout doucement, et je me pose des questions justement sur la somatisation. Parce que je commence à avoir des petits pecs physiques à droite et à gauche. Et maintenant je me dis, est-ce que ce sont des messages psychiques ou est-ce que c'est une usure du matériel? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Par exemple, l'année dernière, au mois de mars, je me suis retrouvée avec un acouphène à Oui. gauche, assez important. Oui. Et un mois après, un ménisque fissuré. Oui. Et puis on m'a dit, bah, vous avez l'âge, on va pas ça. Mais en même temps, j'ai vécu des choses qui laissent penser que c'est pas arrivé Par hasard. par hasard. C'est à ce ça. moment-là. Oui, c'est ça. Alors, ma question maintenant, c'est pour arriver le plus loin possible dans ma vie, comment est-ce que je vais réussir à gérer ça? Est-ce que je dois m'en foutre parce que je vieillis? Ou est-ce que je dois au contraire continuer à me dire facile ça? Ah ben voilà, alors c'est toute la question de regarder et de voir ou d'entendre, d'accord, et d'écouter, de manger ou de goûter. Donc en fait, les choses qui nous arrivent, c'est pas tout à fait non plus des hasards. Hein. Bon, alors oui, il y a l'âge, bien sûr, il y a la transformation hormonale ou prostatique. Ouais, nous sommes sujets au vieillissement. Hein, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on mange? Comment on s'aère? Comment on respire? Comment on s'entoure? Comment on anime la joie? Parce que la joie, elle est porteuse de transmission à tous les niveaux. Donc, est-ce que je m'en fiche? Ça vous regarde, mais quand on a des signaux, peut-être il faut les regarder. Je veux dire, quand on a la voie ferrée qui clignote au rouge, vous dites pas, je m'en fiche, je passe. On fait quelque chose, on s'arrête et on regarde. Oui, mais puisque c'est des choses quand même qu'on a un problème un peu en vieillissant, on se dit, mais pourrais-je en sortir ou pas? Alors, par exemple, avec un ménisque fissuré, je me dis, est-ce qu'il va falloir que je vive avec tout ça? Est-ce que ça peut... est-ce que Est-ce que je peux guérir cette chose-là?
Tout dépend de la pathologie, si elle est profonde ou pas, comment elle arrive. La fissure, est-ce qu'elle va pouvoir se réparer? Alors on vous propose des gels, etc. Maintenant, est-ce que je peux agir sur mon alimentation? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent, les nutritionnistes aussi sont là pour alerter. Est-ce que je peux alléger mon poids pour que ça fasse moins de poids? Comment je bouge? Comment j'attrape de l'aisance, en fait? En fait, il faut travailler sur le physique matériel avec les professionnels qui peuvent vous aider et en même temps faire un travail intérieur. Mais bien sûr. Moi, je dis sur mes symptômes que je sens qu'il y a un message là-dedans. Vous avez raison. Mon poing a bien en effet clignoté au rouge sur 2 endroits à un moment. Oui. Et vous l'avez entendu. C'est pour ça que j'aime bien les questions, parce qu'en général, la réponse y est à 50% dans la question. Donc, c'est toujours très intéressant. Et vous le savez, et vous le sentez, en fait. Sans pour autant savoir par où aller. Mais vous avez cette réponse déjà en vous dans la question. C'est ça qui est intéressant. Et c'est exactement ce qui se passe en thérapie. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça questionne. Et en fait, le patient, il a déjà la moitié de la réponse. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Je voudrais savoir, dans votre pratique, qu'est-ce qui libère? C'est-à-dire, est-ce que c'est le verbal? Est-ce que c'est le massage? Est-ce que c'est le passage de l'inconscient au conscient? On va revenir alors à... d'avoir une libération. On va revenir à ma petite photo. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se libère? Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va lâcher en premier? Est-ce que c'est le psychique? Est-ce que c'est le physique? Est-ce que c'est le végétatif? Qu'est-ce qui répond en premier chez moi? Qu'est-ce qui est le plus disponible? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je comprends dans ma question? Donc, est-ce que c'est dans le psychique? Est-ce que c'est par l'entretien guidé? C'est-à-dire le travail de la parole entre vous et moi? Ou est-ce que c'est par l'analyse de rêve? Encore faut-il faire ce travail-là, d'avoir un petit bout de papier et un crayon régulièrement pour que nous puissions faire l'historique de ce qui vous habite. Il y a des choses qui sont redondantes et que l'on peut du coup capter au passage dans l'interprétation. Mais peut-être que la compréhension, elle va venir de ce deuxième cerveau. Et combien d'années d'études pour être somatique? Moi, j'ai fait 6 ans d'études. Oui. Parce qu'il y a tout le travail, évidemment, qui aborde les questions psychanalytiques. Et puis, il y a quand même une grande année qui travaille le toucher. Et puis, il y a le restant sur le travail de l'analyse des rêves, qui n'est pas rien. Oui. Je comprends l'explication que les symptômes sont un message du corps. Par contre, l'aspect que les symptômes sont une protection pour la psyché, je trouve que... Ben oui, parce que vous voyez bien, l'exemple des phobies est vraiment un exemple assez clair. Là-dedans, c'est pourquoi on est phobique, quoi, en fait. Qu'est-ce que ça vient dire ailleurs et dont on ne peut pas encore se passer. Et puis, petit à petit, on lâche des petits morceaux. Et on trouve en soi cette force qui n'a plus de raison. On voit bien, quelquefois, on est énervé, angoissé. Il y a des pensées obsédantes qui vous viennent la nuit, mais qui veulent dire autre chose. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la protection. Tant qu'on n'a pas été voir, parce que d'aller le voir, parfois, c'est douloureux. C'est très douloureux, parfois. Et parfois, eh bien, ça vient... Il y a beaucoup de pleurs, hein, quand ça sort. Ça jaillit. Et donc, il faut que le patient il soit prêt. Le thérapeute, il est toujours prêt. Hein.
Mais il faut que le patient il soit prêt à accueillir ce qu'il a contenu pendant tant d'années. Alors pour la phobie, oui, je comprends. Un mal de dos, est-ce que ça peut être une protection? C'est un signal, ça peut être un signal très fort. Ouais. Ça peut être un signal très fort. Mais je vois que vous avez la moitié de la réponse dans cette question-là. Ouais, ouais. Vous parlez de verbaliser, je voulais savoir si vous reformulez et si vous les laissez avec leurs questions. Ah non, moi je reformule. Je pose une autre question. Une question entraînant une autre question. Donc dans l'entretien, il est... je suis pas une lacanienne. Hein. Donc c'est pas... d'abord, je suis en face à face dans la partie verbale et nous dialoguons. Comme ce que nous allons faire avec le corps. Nous allons dialoguer. Donc dans la pratique que j'ai moi, qui dure donc 1 heure par séance, c'est pas une demi-heure ou 15 minutes comme en lacanien, où c'est très fort, ça demande énormément hein, dans les psychanalyses lacaniennes. Ici, c'est un peu plus doux. Moi, j'encourage sur les débuts à ce que l'on vienne toutes les semaines. Et évidemment, parce que la psyché est maligne, hein, elle se réfugie, elle repart dans les prés, là, bien tranquillement, ou dans son canapé. Tandis que quand le rendez-vous est dans 1 semaine, le travail continue de se faire, ce qu'on appelle ce travail psychanalytique. Le travail continue de se faire. 15 jours, c'est un peu moins. 3 semaines... Et donc on revient dans 3 semaines. C'est pas comme si on n'avait rien fait, pas tout à fait. Mais ça s'est tellement dilué, vous voyez. C'est plus une fraise au sirop, c'est un sirop de fraise. Et voilà, ça s'évapore en fait. Voilà, Mais elles reviennent au galop quand c'est trop éloigné. Pour moi, en effet, il y a des résistances qui se remettent en jeu. Elles se remettent en jeu. Voilà, c'est ça. Et donc, dans un début de travail, moi, j'encourage vraiment, après la décision, elle en revient à la personne. Hein. Moi, je ne suis pas staccanoviste. Hein. C'est toujours un échange là-dessus. Vous pouvez pas, vous voulez pas. C'est pas moi. Hein. Mais j'encourage vraiment à ce que la personne revienne toutes les semaines, dans un début. Après, on peut un peu espacer. Et puis après, on fait dans cette personne, par exemple, que j'accompagne déjà depuis 2 ans, phobique, très, très, très sévère, et ça commence à aller mieux. Et du coup, je lui propose d'espacer un peu, 2 semaines, voire 3 semaines. On lâche pas complètement, parce que ça peut être un tsunami. Hein. Tout est pas... Vous voyez, on a recousu. Il y a des coutures... Voilà, qui sont plus ou moins fragiles. Il y a des pathologies là que je vois, on sent bien que c'est profondément à l'intérieur de la personne, hein, profondément. Donc quand je vous parle de la mère suffisamment bonne, de tous les manques en fait, hein, et je vous parle pas des incestes que je reçois aussi évidemment. Hein. Donc je peux vous dire que quand ça s'ouvre, il faut recevoir. Oui. Vous avez expliqué tout à l'heure que le quoi? Le stress a consisté dans l'analyse des rêves. Oui. Donc j'avais 2 questions. Je voulais savoir si le fait de ne pas rêver, ça dit quelque chose. Enfin, qu'est-ce que ça vous en dit? Et si en fait, c'est normal de ne pas avoir de rêve. En fait, Claude Camilli disait si on rêve pas, c'est que ça va, quoi. En même temps, on voit bien les gens qui ont des cauchemars tout le temps. Vous voyez, ça c'est toutes les nuits, quoi. Hein, voilà. Donc quand on rêve pas, voilà. Par contre, quand on vient travailler, en analyse, alors il est bon de faire commande, comme au Père Noël. Hein. On fait commande, ça veut dire qu'on est prêt et on demande. Et en fait, l'inconscient finit par comprendre que c'est possible de se souvenir de ses rêves.
Et alors à partir de ce moment-là, on peut travailler. Mais c'est pas grave si on ne se souvient pas de ses rêves. Mais quand on commence à demander, quand on commence à se dire que ça pourrait être intéressant pour soi, et qu'on a quelque chose pour noter, c'est tout un cheminement en fait. Voilà. Alors une dernière question, parce que je crois que Magali est venue me signaler qu'on avait fini. Oui ? Sur des pathologies lourdes, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est par exemple les récidives de cancer. Oui. Quelle est votre position? C'est-à-dire que c'est ce travail en accompagnement ou à la place de la chimiothérapie, par exemple? Non. Il y a du psy, c'est à la place. Je pose une question. Non. Les gens qui viennent me voir, sentent qu'ils ont quelque chose à travailler et qu'ils le disent. C'est pas moi qui dis. Qui se questionnent. Donc, comme quand on pose une question, on a déjà la moitié de la réponse. Eh bien, ils se questionnent sur qu'est-ce qui les habite pour continuer à développer la maladie. Donc, on va travailler. On va essayer. Et il y a des choses qui sortent. Hein. Et j'ai une patiente, là, après récidive de cancer qui est venue, qui est pour l'instant... je ne sais pas si on peut dire sauvée, mais enfin elle est en rémission en tout cas. Elle me dit, je sais, depuis la 2e séance que je viens vous voir, que je suis en train de commencer ma nouvelle vie. Alors, évidemment, je ne suis pas gourou, je ne suis pas, certainement pas, hein, la vie... vient solliciter, parce qu'alors j'entends déjà, oui, mais alors les leucémies des bébés, c'est toujours ce qui arrive. Hein, alors là, bon. Donc je me retire, pas feutré, et puis il y a des choses qui nous dépassent. Mais sachant que, évidemment, il y a l'environnement, mais évidemment, il y a les blessures, je suis sûre que vous connaissez plein de gens. On dit qu'est-ce qui va leur tomber dessus, quoi. C'est pas possible de vivre comme ça. Qu'est-ce qui va leur tomber dessus? Et ça tombe. Et combien coûte une séance? Chez moi, c'est 50 €. Eh bien, je vais vous remercier en espérant avoir éclairé vos lanternes. Voilà. Merci beaucoup.